Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Invité de la semaine. Nous y sommes encore cette semaine et merci de nous rejoindre dans votre émission Invité de la semaine. Et l'invité de cette semaine, il s'appelle Djamil Bitar, porte-parole du M5 RFP, président du pôle politique du consensus, président du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence. Alors, monsieur Djamil Bitar, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier, surtout pour l'honneur que vous me faites. Très bien. Alors, comment va le pays? Quel est votre état d'esprit actuellement? Le pays, il est convalescent, mais l'espoir, il est permis et nous pensons que aux échéances futures, nous serons prêts, Inch'Allah. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous parlerons de deux sujets majeurs au cours de cette émission. Il s'agit bien sûr de la levée des sanctions de la CEDEAO le 4 juillet dernier, le 3 juillet dernier, et nous parlerons également de la situation sécuritaire du Mali. Alors, levée des sanctions de la CEDEAO, comment avez-vous accueilli cette nouvelle le 3 juillet dernier? Comme tout bon citoyen, et je pense que ça avait un peu perduré. Nous l'avons dit en son temps que c'était des sanctions injustes et c'était injustifié non seulement, et c'était illégal et illégitime. On ne punit pas un peuple. Et notre position demeure la même chose, parce que en son temps également, nous avions dit que depuis les premières heures de la rectification de la transition, nous, au niveau de notre regroupement politique, le pôle politique du consensus, nous avions estimé qu'il était grand temps de songer à quitter cette CEDEAO parce que de notre analyse, cette CEDEAO ne nous apportait pas grand-chose. Malgré la levée des sanctions, vous êtes toujours campé sur cette position? Je suis toujours campé sur cette position et j'estime aujourd'hui qu'il devrait y avoir une réparation des dommages causés à notre pays. Qui répare quoi? Les États de la CEDEAO, parce que nous sommes dans une communauté, et cette communauté en soi, malgré une décision de justice de l'UMOA qui avait été mise sur la table, ils ont refusé d'exécuter en soit cette décision de justice. Donc, c'est pourquoi nous disons quelque part que les chefs d'État de la CEDEAO, ils étaient en faute, parce que quand vous êtes dans une structure et qu'il y a des principes et des lois édictées par ce regroupement, il va de soi que nous sommes tous égaux devant la justice. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et le peuple a souffert dans sa chair. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour saluer et remercier le peuple malien pour sa résilience et surtout pour sa résistance. Parce que nous avions été unis, à l'unisson, nous nous sommes mis devant avec dignité et avec fierté. Voilà, ça n'a pas été facile quand même du tout pour le peuple, parce que la vie chère s'est accrue à cause de ces sanctions de la CEDEAO et bien sûr de l'UMOA. En bon malien, on dit souvent que le marabout qui dit que le monde doit disparaître, il disparaîtra avec lui-même. Parce que, imaginez un peu, les autres États de la CEDEAO ont aussi souffert par rapport justement à ces sanctions. Et moi, j'ai dit quelque part que la cherté de la vie n'était pas liée forcément à l'embargo. Rien n'était en déficit sur les marchés. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a une inflation des prix due à une crise mondiale, surtout due à ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Donc, quelque part, nous disons que il est grand temps pour nous, et on le dit qu'un bon élève aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous devons faire pour que de telles choses ne se répètent plus. Et je dis, en la matière, il n'y a pas de vainqueur. Mais nous pensons réellement que le Mali, dans l'élan que nous avions aujourd'hui, nous serons respectés par les autres nations. Et ça, il
Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour ça. Déjà, quand nous prenons les conséquences de ces sanctions, en tout cas, les conséquences sont assez visibles, mais il s'agit bien sûr de ces levées. Il y a beaucoup de facteurs qui ont favorisé la levée des sanctions, par exemple, le chronogramme détaillé. Vous avez déjà cet chronogramme. Il y a aussi la nouvelle loi électorale qui a été votée au CNT, l'organe législatif de la transition. En fait, si ça peut soulager les uns et les autres, nous dirons ainsi. Mais un chronogramme les avait été donné en son temps, et peut-être c'est le même chronogramme. Et est-ce que ça a été détaillé auparavant? La nouvelle donne, peut-être que c'est la nouvelle loi qui a été votée, qui les a été remis. Sinon, tous ces détails, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais ce qui est évident, je suis au parfum des choses. Tout cela avait été remis en son temps et à temps réel, temps désiré par la CEDEAO. Maintenant, vous savez, quand il y a une situation de crise, et on cherche toujours des palliatifs pour sortir de ce cadre. Et s'il en est ainsi, bon, nous dirons quelque part que, bon, si c'est le soulagement, le off de tout le monde, nous disons quelque part que nous devons réellement féliciter tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, moi je suis un opérateur économique avant tout. Je tiens... Vous êtes également un politicien. Je tiens réellement à remercier le peuple guinéen, les autorités de Guinée, le peuple mauritanien, les autorités de Mauritanie, le peuple algérien également, les autorités d'Algérie. Et sans oublier... Pourquoi vous les remerciez? Parce qu'ils ont soutenu le Mali. Vous savez, c'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Et je profite aussi pour remercier les autorités de Russie et les autorités de la Chine qui nous ont soutenus mordicus. Et quelque part, je veux remercier tous les peuples africains. Et je ne parlerai pas des dirigeants de la CEDEAO. Je ne veux pas parler justement de ce fameux grain de chefs d'État. Je veux parler des peuples. Parce que nous avions senti, malgré les décisions, malgré, je veux dire, les décisions de ces chefs d'État, que les peuples, les populations de ces différents pays, que ce soit le Sénégal, les autres pays, même les pays lointains d'Afrique, étaient de cœur avec le Mali. Et chacun reconnaissait en nous les luttes qui sont en train de mener, surtout pour la liberté, pour se débarrasser du néocolonialisme. Et c'est quelque part un ouf de soulagement. Nous disons que c'est ensemble que nous pourrons faire. La carte de l'Afrique, pour moi, c'est une honte. On dirait que nous prenons un gamin de 5 à 6 ans, on lui donne des couleurs pour mettre sur notre carte. Vous voyez autant de coloris, autant de pays, etc. Et quand vous regardez, vous allez faire une comparaison entre les différents continents, vous allez comprendre que quelque part, il y a une injustice sociale, une injustice mondiale. Et ce partage de l'Afrique comme un partage de gâteau qui nous a amenés. Nous sommes dans la précarité, pas parce que nous ne sommes pas un peuple travailleur, pas parce que nous ne voulons pas évoluer, mais parce que quelque part, nous sommes sous la coupole de ces grandes puissances. Justement, parlant des grandes puissances, vous taxez souvent la France, partout et ailleurs où vous intervenez, vous taxez souvent la France de néocolonialiste et qui instrumentalise même la CEDEAO. Mais c'est clair, chacun a compris ce qui s'est passé en réalité. N'eût été la Libye, peut-être que nous n'aurons pas toute cette insécurité au niveau national aujourd'hui. C'est pourquoi, moi je le dis souvent, autant les nazis ont été sanctionnés par la communauté mondiale, internationale, autant les Français et les Américains, quelque part, devraient payer pour nous, pays de l'interland, notamment le Mali et les autres pays. Je disais tantôt que n'eût été la Libye, nous ne serons pas dans ces grandes difficultés
d'insécurité au niveau de la sous-région. Et il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines, il y a eu beaucoup de dégâts matériels à ce niveau. Donc, le Mali, s'il y avait une justice en soi, une justice internationale digne de ce nom, nous sommes à droit de demander réparation de ces préjudices. Tout ce que vous venez de citer, est-ce que ça suffit pour taxer la France de néocolonialiste? Oui, et il y a même eu des carnages quelque part. Vous comprenez un peu, des gens qui vont pour manifester pour un mariage ont été bombardés. Je ne les citerai pas, mais ce qui est évident. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, l'amplification de tout ce qui est en train de se faire au niveau du Mali, c'est juste pour avoir une mainmise sur le pouvoir malien, pour que le Mali soit une réserve en soi. Et ça, peut-être, ils n'ont pas réussi. Ils ne le réussiront plus parce que les mentalités ont changé et le peuple aujourd'hui malien est dans une dynamique, en tout cas, de refondation et de restauration de sa dignité et de son honneur. Donc, quelque part, nous sommes en train de nous battre et je pense que nous sommes sur la bonne voie, qu'il plaise ou qu'il en déplaise. Ce qui est évident, nous sommes en train de cheminer. Il y aura des obstacles majeurs, mais qu'à cela ne tienne, je pense que nous sommes un peuple résilient, nous sommes un peuple debout et nous sommes un peuple engagé. Et ensemble, je pense que nous trouverons la solution. Ensemble, nous trouverons la solution et d'ailleurs, lever des sanctions de la CEDEAO avec des réserves. Naturellement, les autorités de la transition ne doivent pas se présenter aux prochaines élections. Vous savez, même là, il y a une manipulation en soi. Moi, je souhaiterais compétir avec toutes les autorités de la transition. Et pourquoi pas? C'est une restriction des droits civils de certains. Vous savez, nous sommes dans un monde où c'est 2 poids, 2 mesures. Quand vous prenez l'Allemagne qui est une démocratie en soi, la chancelière, elle a fait combien de mandats? Mais quelque part, on interdit un 3e mandat. C'est une question de mandat où les gens ne sont pas venus au pouvoir par la voie légale. Vous savez, donner l'opportunité à tout un chacun de se manifester, mais qu'à cela ne tienne. Moi, je dis quelque part, à défaut aujourd'hui que la France arrive à nous imposer un président, à nous imposer des dirigeants. Ça, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas de, en tout cas, on n'a pas de preuve que la France nous impose quand même. Ils veulent par procuration maintenant passer par la CEDEAO et d'autres institutions pour nous mettre cette pression. Monsieur Bittard, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Oui, j'ai des preuves parce que, vous savez, les dirigeants africains, pour la majeure partie, ils savent comment ils viennent au pouvoir. Et quand il y a des élections au niveau national ou dans certains pays, tout le monde se pose la question qui est le candidat de la France, surtout quand on parle des pays de la francophonie. Et moi, j'estime, ce n'est pas que de la CEDEAO, moi j'estime que nous devons même passer de la francophonie au Commonwealth, parce que quelque part, je dis sans réserve, que pendant tout ce temps, en tout cas, nous sommes restés dans la précarité, dans l'ère primitive. Il n'y a pas de développement. Malheureusement, nous n'arrivons pas à comprendre. Et moi, je dis, le travail libère l'homme, le travail développe les pays et les nations, parce que vous estimez aujourd'hui que les gens s'en réjouissent souvent du sous-sol malien. Mais nous avions des terres, nous avions de l'eau en abondance, mais nous n'arrivons même pas à nous autosuffire de façon à avoir la marmite au quotidien. C'est inexplicable. Et au lieu qu'ils nous viennent en aide quand on est malade, quand on est presque mourant, qui nous aident plutôt à prospérer pour que nous puissions nous prendre en charge. C'est ça, on dit souvent. Est-ce qu'on doit continuer toujours à vous aider? Est-ce qu'on doit continuer toujours à aider l'Afrique? C'est pourquoi il y a cette révolution au Mali. Toutes les révolutions ont été inachevées, mais nous espérons, nous souhaitons vivement. Vous comptez parachever ça? Cette fois-ci, que ce soit la bonne révolution qui va nous permettre d'atteindre
les objectifs fixés, l'autosuffisance alimentaire, le développement économique, le développement sanitaire, etc., etc. Donc, il faudrait que nous ayons, dorénavant, au lieu de nous imposer des soi-disant aides, que nous-mêmes nous arrivons à nous imposer par rapport justement à ce que nous arrivons à produire. Et parlons tout de suite, vous parliez tantôt de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas composée que des pays francophones, il y a aussi le Ghana, le Nigeria. Le Ghana qui vient en tout cas de quitter la présidence de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que la France peut également les manipuler jusqu'à ce point où vous pensez qu'il faut quitter la CEDEAO? Vous savez, en géopolitique, il y a eu le partage de l'Afrique. Ça, vous le savez quand même. Et quelque part, le Ghana, aujourd'hui, qui tend la main au FMI, le FMI, c'est quoi? C'est pas la France. Vous savez, tout est calculé. Les pays, en réalité, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, n'ont que des intérêts. Et chacun est dans l'entité sous-régionale pour ses intérêts. Le Nigeria est présent parce que c'est un marché potentiel pour le Nigeria et nous ne pouvons pas compétir malheureusement pour l'instant aujourd'hui avec le Nigeria qui produit plus, qui a besoin de débouchés pour déverser ses produits fabriqués. Le Ghana, vous savez, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Les intérêts du président ghanéen en France sont connus de tout le monde. Moi, je dis quelque part que nous sommes dans une entité où nous sommes les mal servis de la table. Donc, quelque part, il faudrait que les Maliens comprennent que nous avons plutôt intérêt, demain, après-demain et plus tard, à avoir des relations bilatérales avec nos voisins immédiats. Et que nous rentrions en négociation, donnant, gagnant. Que nous ne soyons pas dans une entité où il y a une uniformisation des textes, où nous sommes les bons élèves de la classe, et malheureusement que le peuple est en train de subir des injustices qui ne disent pas leur nom. Donc moi je pense que aujourd'hui, c'est vrai que la CEDEAO, elle a pris corps au Mali. Et paix à son âme, feu le président Moussa Traoré, parce que c'était l'union douanière en réalité qui existait avant. Et le Nigeria et le Ghana sont venus en dernier. Très bien. Ils sont venus, pourquoi? Parce que le Bénin et le Togo disaient que c'est leur voisin immédiat et qu'éventuellement, ils ne pouvaient pas rester dans l'entité sans la venue de ces deux. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Ghana n'est pas dans le CFA, le Nigeria c'est pareil. Très bien, il y a le Libéria. Le Libéria, ces pays anglophones ne sont pas tributaires de cette monnaie qui est en train de faire autant de dégâts. Et aujourd'hui, on est en train d'imaginer encore une autre forme de néocolonialisme à travers la monnaie. On parle de stabilité de la monnaie. C'est vrai. Très bien. Quand vous avez les moyens, vous stabilisez. Mais nous avons plutôt besoin de se développer, de développer nos activités. Très bien. Donc, cette monnaie également ne nous sert pas à grand-chose. Donc, il faut changer aussi de monnaie. En tout cas, on en parlera peut-être si nous avons le temps pour l'émission. Au temps d'Ibeka, en tout cas, vous avez travaillé avec l'ancien régime Ibeka. Est-ce que vous aviez eu les mêmes positions? Excusez-moi, c'est vous qui le dites. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait avec Ibeka? Soutenir quelqu'un pour son deuxième mandat dans une élection, ça veut dire que vous avez travaillé avec lui. Au contraire, Ibeka m'a trouvé en état de service. C'est Ibeka qui m'a fait partir du Conseil économique, social et culturel. Quand vous parlez comme ça, excusez-moi du terme, mais c'est des paroles de la rue. Je défie tous les Maliens et tous ceux qui le disent. Ça, ce n'est pas ma parole, mais c'est des propos que nous constatons au sein de la population que je vous pose, clarifier en tout cas. Parce que c'est des paroles de rue. Mais vous êtes souvent dans la rue. Je suis dans la rue et je réponds à qui de droit. Maintenant, si vous avez des preuves, mettez-les sur la table. Je n'ai jamais servi du temps d'Ibeka à aucun poste. Que vous le compreniez comme ça. Je n'ai jamais fréquenté Ibeka au terme juste du mot.
C'est lui qui est venu vous trouver. À cause du retour du président ATT, nous l'avions soutenu pour les élections. Mais ça ne veut rien dire. Très bien. Nous n'avons participé à rien dans sa gestion. Ok. Alors, nous allons passer au deuxième sujet du jour. Il s'agit de la situation sécuritaire au Mali, surtout dans le centre et dans le nord du Mali. Il y a d'autres qui parlent de la montée des FAMA, c'est-à-dire forces des armées maliennes. Est-ce que vous confirmez cette tendance qui dit que l'armée malienne monte en puissance? C'est un constat réel parce que, vous savez, on le dit, c'est visible, c'est palpant. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a des positions que nous arrivons aujourd'hui à prendre à cause de cette situation sécuritaire. Et c'est pourquoi nous avions dit en son temps que le premier problème du Mali, c'était ces problèmes sécuritaires, qu'il fallait trouver une solution et que les problèmes du Mali ne se résumaient pas qu'à des problèmes d'élection. Aujourd'hui, notre armée est en train de monter en puissance du fait qu'il y a eu des recrutements de qualité, il y a eu également des équipements. Du matériel. Et ce matériel, heureusement, que ce n'est plus des chars combat en carton, que ce n'est pas des avions cloués au sol, etc. Et surtout, il y a un regain de confiance au niveau non seulement des forces, mais également au niveau de la population. Et compte tenu de cet état de fait, vous avez vu que beaucoup de gens qui étaient des réfugiés dans la majeure partie du pays sont en train de revenir, en tout cas dans les positions initiales. Donc, quelque part, nous disons que bravo aux autorités de la transition par rapport à cela, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Donc, ce qui reste à faire, c'est ensemble que nous devons. Il y aura des attaques par-ci, par-là. Il y a eu le World Center aux États-Unis. Il n'y aura jamais d'insécurité zéro. Mais malgré cette tendance de montée des puissances, en tout cas de montée en puissance des FAMA, nous constatons toujours qu'il y a des attaques par ici. Vous connaissez, vous savez, imaginez un peu. Nous sommes arrivés à faire partir l'armée française. Est-ce une victoire? Je viens. Nous sommes arrivés à faire partir le G5 Sahel. 2. Nous sommes arrivés à faire partir la presse française. La presse instrumentalisée française. Ça, c'est museler la France. Je viens. Nous sommes arrivés à faire renvoyer l'ambassadeur de France. Tout ça pour des raisons objectives. Des raisons qui nous ont poussés. Parce que, vous savez, les informations se partagent rapidement. Très bien. Et que, quelque part, tout ce soutien logistique et matériel que certaines forces du mal avaient, et nous le disons sans nous tromper, que c'était la France qui était derrière. Vous avez des preuves? Nous avions des preuves, en son temps nous en avons parlé. Le temps certainement ne nous permet pas de revenir dessus, mais ce que je veux que les uns et les autres comprennent. Maintenant, ils ont tout ça dans la gorge aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à le digérer. Ils sont allés juste s'implanter au Niger à côté et un peu au Burkina. Ils attendent. Maintenant, vous avez vu parler de l'OTAN. Le ministre espagnol qui s'est prononcé par rapport à un éventuel. Ils vont créer comme ce qu'ils ont fait au Rwanda. Ils vont dire demain qu'il y a eu des massacres de Touaregs, des massacres de Peuls, etc., pour chercher à intervenir. C'est pourquoi je profite de cette antenne pour dire à mes compatriotes de rester vigilants. Et en la matière, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'eau, elle est douce, calme, mais il n'est pas exclu qu'il y ait des crocodiles et des caïmans dessous. Et je dis quelque part que nous devons prendre les devants, décréter l'état d'urgence pour essayer, en tout cas, d'amoindrir tous ces aléas et ces chocs qui pourraient constituer, en tout cas, une
attaquent à notre souveraineté nationale pour atteindre... Parce que c'est ce qu'ils ont fait en Libye, c'est ce qu'ils ont fait au Rwanda, c'est ce qu'ils font un peu partout. Ils n'ont pas d'état d'âme, en réalité. Ce n'est pas l'humain pour l'humain. Eux, ils veulent de leur survie, mais pas plutôt de notre survie. Et ces calculs dans lesquels ils se retrouvent, moi je suis convaincu. En 91, j'étais à Dubaï pour la première fois, mais Dubaï ressemblait à quoi? Rien. Bamako était meilleur pratiquement à Dubaï, mais aujourd'hui, allez-y voir, tous ces gratte-ciels. C'est des questions, en tout cas, d'engagement et de ligne politique. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de nous prendre en charge. Est-ce que un péché... Est-ce que c'est une prise en charge indépendante? Parce que aussi il y a la Russie qui est venue. Est-ce que cette prise en charge, est totalement indépendante? Si on dit de diversifier nos amis, nos partenaires, cette diversification, nous ne sommes pas liés qu'à la Russie. Il y a d'autres pays. Il y a la Chine, il y a la Turquie, il y a d'autres pays. Mais vous savez, la Russie, les autres pays aujourd'hui, tels que la France, les États-Unis, sont allergiques à la France, compte tenu de cette puissance et cette menace qu'elle représente pour eux. Donc, c'est ça le b.a.-ba de la chose, mais il y a d'autres États qui sont présents au Mali, avec lesquels le Mali est en train de travailler. Donc, qu'à cela ne tienne. Moi, je dis quelque part, la Russie est un vieil ami du Mali. Et va demeurer. Mais est-ce que la Russie pourra faire l'affaire? Parce que déjà avec leur présence, on ne sait pas si c'est la Russie elle-même ou c'est une société de sécurité privée. Vous savez, qu'en est-il réellement, M. Bitar? Les Maliens ont besoin de quoi? Nous avons besoin de résultats, du concret. Que ça s'appelle... Mais on a besoin également de la vérité. Excusez-moi, que ça s'appelle Wagner, que ça s'appelle Macron, que ça s'appelle n'importe quoi. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin juste que les Maliens puissent retrouver cette sécurité pour vaguer normalement à leurs occupations, à leurs préoccupations. Mais qu'à cela ne tienne, tout ça, c'est de l'intox, c'est une guerre médiatique que les uns et les autres sont en train de mener. Mais, excusez-moi, les gens qui viennent, s'ils ne sont pas russes, qu'ils soient, je ne sais pas, même l'incarnation du diable, mais nous, ça nous dérange en quoi? S'ils ne viennent pas pour massacrer notre population. En tout cas, l'incarnation du diable, je crois que c'est juste une façon de parler. Oui, mais c'est eux qui diabolisent la situation. Qui diabolisent aujourd'hui la situation? C'est les médias français. Mais vous les avez chassés en tout cas. Mais ils sont toujours aux aguets, ils cherchent. Et même la fameuse loi électorale dont il était question, ils voulaient créer une crise au sommet de l'État pour que entre le gouvernement et le CNT, entre les deux autres institutions et le président de la transition, etc., pour fragiliser encore notre État. Mais ils ont échoué lamentablement parce qu'ils comptaient sur une démission du gouvernement, entre autres. Ils pensaient que, bon, ils pouvaient reprendre la main, mais malheureusement. Et le délai du 3, c'était en prévision d'un éventuel échec. Et cet échec devait être matérialisé par quoi, au fait? Là également, ils s'étaient dit que, bon, ils ont commencé à faire des attaques de part et d'autre. Il y a eu des carnages par-ci, par-là, mais qu'à cela ne tienne. Les gens sont restés droits dans les lignes, dans les rangs. Donc, moi, je dis quelque part qu'il faut faire extrêmement attention. Il y aura des vents contraires, il y aura... et ce que nous appelons des résistances et il ne serait pas facile de sortir de tout ça. Très bien, vous parlez tantôt que vous êtes arrivé à sortir du G5 Sahel, vous êtes arrivé à faire partir naturellement la force française. Tout ce que vous êtes arrivé à faire partir, est-ce qu'aujourd'hui c'est une réussite, c'est une victoire? C'est une victoire. Dans quel sens? Parce qu'on ne pouvait pas l'imaginer il y a quelque temps, et qu'on le veuille ou pas. Qu'est-ce que cette coopération avec la France nous a apporté?
jusque-là. Mais s'ils vous ont aidé, il y a aussi des Français qui sont morts sur le territoire malien. Mais dites-moi, combien de Maliens sont morts en France pour la liberté française, pour l'indépendance et la victoire sur le nazisme? Quelque part, les gens ont souvent la mémoire courte. Une vie humaine, c'est égal à une vie humaine, mais quelque part, on fait comme si nous sommes redevables à la France. C'est la France plutôt qui est redevable au Mali. En quoi? En tout. On parle de la France aujourd'hui parce qu'il y a eu ces fameux tirailleurs sénégalais. Mais quelque part, il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Avec la pénétration coloniale, ils sont venus nous trouver sur notre territoire. Il y a eu combien de morts, entre autres? Moi, j'ai dit quelque part qu'il faut faire extrêmement attention. Nous sommes dans une situation où, si nous voulons faire réveiller les vieux démons, nous allons nous retrouver dans une situation autre. Très bien. Alors, qu'en est-il? On va parler maintenant de la situation sécuritaire quand nous prenons par exemple Sévaré, en tout cas Douanza, Ombori, de Sévaré à Gao, c'est un blocus total, il n'y a pas de passage. Qu'est-ce que l'armée fait? C'est vous qui le dites. Il y a un blocage. Il n'y a pas de blocage? Les gens arrivent plutôt à se déplacer. Il y a des situations d'insécurité. Donc, M. Bittard, vous croyez qu'il n'y a pas de blocage? Non, moi je suis formel dessus, il n'y a pas de blocage. Il y a quel blocage? Nous, en tant que journalistes, en tout cas, nous avons eu des confidences qu'il y a eu de blocage. Mais donnez-moi vos sources, parce que moi je suis transporteur. Je sais qu'il y a des moments où on vous dit clairement de ne pas y aller. C'est des questions de sécurité. Et c'est normal. Donc vous démentez du fait qu'il n'y a pas de blocage en tout cas, moi, je n'en connais pas pour l'instant. Douanza Ombori. De façon officielle, vous avez vu un communiqué officiel du gouvernement allant dans ce sens. Vous avez vu un communiqué qui le dit clairement. Non. Mais vous savez, l'intox... C'est des velléités, c'est de l'intoxication. Mais vous savez, les gens parlent. L'armée, c'est la grande muette. Généralement, ils ne parlent pas beaucoup. Mais à Bamako, ici, on vous dira que la nuit, il ne faut pas sortir. Au risque de vous faire je ne sais pas quoi. Mais est-ce que ça empêche les gens de sortir? Non. Vous savez, il faut faire extrêmement attention. Ne crions pas victoire pour les forces du mal. C'est ça le plus important. Quand nous vivons souvent avec la peur au ventre, nous vivons avec ces terreurs. Il faut faire extrêmement attention pour ne pas être dans des situations, en tout cas, de démission en soit. C'est ça le plus important. Donc il n'y a pas eu de... Vous savez, il y en aura un peu partout où on pourra vous dire le matin, n'allez pas de tel côté, prenez plutôt cette voie, etc., etc. C'est normal. Parce que quand il y a des opérations en vue, quand il y a des traitements de trucs, mais on vous dira non, n'allez pas, parce que souvent on ne vous donne pas des raisons, mais peut-être que notre armée même est en train de se préparer pour éventuellement intervenir quelque part. Alors quand nous prenons déjà la région de Mopti, il y avait eu des attaques l'autre fois, Dialasagou, Dessagou, Badiagara. Vous savez, je l'ai dit dans mes propos tout de suite, vous comprenez aisément que quand on veut vous axifier, c'est des attaques sporadiques maintenant. Mais quand même, c'est des Maliens qui meurent. Oui, c'est des Maliens qui meurent. C'est des Maliens qui meurent, qui ne devraient pas mourir. Et ce ne sont pas des morts gratuites. Mais excusez-moi, l'armée fait ce qu'elle peut. Et à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de palpable, de concret, notre armée est arrivée à riposter et à trouver en tout cas des solutions. Vous savez, le Mali, c'est un territoire très vaste.
nous avions encore des efforts à faire, des efforts considérables. C'est pourquoi j'ai dit que notre armée, c'est vrai qu'on est monté en puissance, mais pour l'instant, on n'arrive pas à quadriller l'ensemble du territoire. Ça va venir avec le temps, ça va venir avec la patience, mais ce qui est évident, l'information aussi est capitale. En ce sens que, quand vous regardez un peu la situation, moi je vais vous le dire, franchement, les populations sont d'un apport extrêmement important. Quand vous voyez des mouvements qui ne sont pas catholiques, entre autres, vous devez informer la hiérarchie rapidement afin que des dispositions puissent être prises. Mais quand vous vous taisez dessus, au risque de votre vie, au risque d'hypothéquer la vie des autres, quelque part, c'est une démission en soi. Moi, je dis, cette collaboration entre population civile et porteurs d'uniforme doit être de premier rang aujourd'hui. Très bien. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous l'avez bien suivi, Monsieur Djamil Bitar, il est porte-parole du M5-RFP, président du pôle politique du consensus et président du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence. Il n'y a pas eu de blocage entre Douanza, Rambori, Sévaré et Gao. C'est Monsieur Bitar qui le dit. Alors, parlant toujours de la situation sécuritaire du Mali, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Situation sécuritaire au nord, situation sécuritaire dans le centre, et déjà même à Ségou, près de Bamako, il y a des attaques. Qu'est-ce que nous devons faire? Les Russes sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la stratégie? Je sais que vous n'êtes pas de l'armée, mais peut-être que vous avez des informations. Vous savez, j'ai dit qu'on vit d'espoir. On vit d'espoir. Et l'espoir, il est permis. Il y a quelques mois déjà, on ne pouvait pas parler de cette situation. Nous étions pratiquement dans le coma, dans le chaos. Mais aujourd'hui, j'ai dit qu'on est convalescent. Je commence par là où j'ai commencé pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits dans ce sens. Et l'État du Mali est en train de prendre toutes les dispositions idoines en la matière pour pouvoir justement rassurer la sécurité des populations. Et aujourd'hui, moi je dis, on a des avancées significatives. Maintenant, il faut redoubler d'efforts. Et c'est pourquoi je ne me réjouissais pas tellement de la levée des sanctions de cette manière, parce qu'ils nous ont mis pratiquement 6 mois de retard. Donc il doit y avoir des dédommagements. Oui, parce que pour moi, si l'État du Mali fonctionnait correctement pendant ces 6 mois, avec les moyens et les astuces dont elle disposait juste avant, moi je pense que ce serait un terrain gagné de plus. Mais malheureusement, nous reprenons la situation dans un état et on est obligé de redoubler encore d'efforts. Et c'est pourquoi je dis il ne faudrait pas avoir de fixation sur les Russes. Moi, je suis un ancien soviète, comme on dit, entre autres, mais je sais que l'ère du temps, le vent est passé par là. Mais la Russie a toujours été, et je vais parler de l'Union soviétique en son temps, a été un des partenaires stratégiques du Mali en matière d'armement et de défense. C'est quand même logique, c'est clair. Aujourd'hui, je le dis, la France était arrivée par son trichement de soi-disant démocratie à la française, à la 2 francs, faire partir non seulement ses amis qui nous soutenaient dans beaucoup de trucs, et pour s'implanter, pour faire de nous des bénis oui-oui à la solde de la France. Aujourd'hui, avec la diversification de ce partenariat, nous arrivions quand même à reprendre la main. Très bien. Il y a une reprise de la main et moi je pense qu'en matière de sécurité, il n'y a pas un schéma figé. Voilà. Mais il y a quand même des propositions. Et en son temps, nous avions fait beaucoup de propositions. Nous avions souhaité que notre armée soit réellement nationale. Nationale au vrai sens du mot, que
toutes les ethnies puissent se retrouver et avec une ambiance fraternelle. Très bien, qui merci. pourrait peut-être nous permettre de vaincre l'ennemi. Voilà, une dernière question avant la fin. Quand vous parlez de sortie de la CEDEAO, est-ce que vous pensez que vous êtes réellement écouté? Non, vous savez, moi j'étais convaincu que si le blocage venait à perdurer à la date du 3, c'est une évidence. C'était une évidence en soi. Les Maliens, dans leur âme, dans leur chair, étaient pratiquement arrivés à ce niveau. Mais qu'à cela ne tienne, moi je dis quelque part que nous devons nous préparer, pas dans l'immédiat, mais nous devons nous préparer pour que notre pays, dans le temps, nous puissions avoir des partenariats dignes de ce nom, des partenariats qui vont nous permettre d'avoir des partenariats gagnant-gagnant, que nous ne soyons plus à la solde de X ou de Y, dans une entité où nous n'avons pas forcément les mêmes réalités, les mêmes forces, etc. Donc, quelque part, moi, je pense que cet ensemble dont il est question, nous sommes déjà dans l'Union africaine, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais moi, je pense réellement qu'avec nos voisins, et nous devons réfléchir au désenclavement de notre pays à 100%. Très bien. Par les rails, par l'eau, parce qu'on peut rendre le fleuve Sénégal navigable jusqu'au Mali. Par les rails, nous pouvons faire des rails de toutes les capitales voisines pour venir au Mali. Je veux parler de Conakry, de Dakar, d'Alger, d'Abidjan, du Burkina, etc., etc. Donc, au fait, il faut que nous arrivions aujourd'hui à penser à notre futur. Et ça ne se ferait pas sans planification. Ça se ferait également avec l'accompagnement des uns et des autres, parce que dans ce partenariat gagnant-gagnant, si nous devons faire une route ferroviaire entre nous et justement la Guinée, par exemple, la Guinée interviendrait obligatoirement. Très bien. Donc, c'est vous dire quelque part que nous avions des grands ensembles, des grands projets. Je ne dis pas de s'isoler du reste de l'Afrique, je ne dis pas de s'isoler du reste du monde, mais quelque part, moi je pense que les États n'ont pas d'amis, nous avions des intérêts et les Maliens doivent savoir désormais que nous devons défendre nos intérêts. Très bien, Monsieur Djamil Bitar, je suis arrivé enfin. Nous sommes à la fin de cet entretien. Merci. Un dernier mot, peut-être dans quelques secondes pour clôturer. C'est ensemble que nous pouvons relever tous ces défis. Et moi, je vois en l'avenir. Je suis un gagnant au vrai sens de l'âme. Je pense que si nous regardions dans la même direction, il est évident, Inch'Allah, que nous atteindrons le bon port et tous ensemble. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, cette émission invitée de la semaine s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était Djamil Bitar, porte-parole du M5 RFP, président du pôle politique du consensus, président du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence. Monsieur Djamil Bitar, revenez quand vous voulez. À très bientôt. C'est Dieu qui reste très fort.